Allô? Allô, allô? Allô, Oui, bonjour. bonjour Bonjour, monsieur. monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien et chez vous? Eh ben, très bien. Mais nous, il faut un peu chaud, mais c'est pas grave. C'est la saison. Dites-moi comment on procède là. Je crois qu'on Monsieur Emmanuel, bonjour. Je crois qu'on attend encore des participants. D'accord, ok. Et je vous confirme qu'à Cotonou, il fait beaucoup moins chaud qu'à Paris. D'accord. Vous savez, j'étais à une fête, la fête nationale à l'ambassade de RDC lundi, et il y avait beaucoup d'Africains. On transpirait tous, blancs comme noirs, tous comme des malades. Et on se faisait la réflexion, oui, mais si on était en Afrique, on transpirerait moins parce que l'air est différent. On peut mieux supporter. Ça, Et c'est vrai, et c'est vrai. Un 40 degrés en Afrique n'a rien à voir avec un 35 degrés chez nous. On n'est pas tout à fait à l'aise. Voilà. mais un 40 degrés en Afrique, c'est très rare. Moi, j'ai habité au Niger, j'ai connu ça au Niger, et même au Niger, c'est au mois de mai. Oui. Le reste du temps, on est en dessous des 35. Oui, 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 35. Enfin, mais là, il faisait, Ouais. c'était plus souffrant. Enfin, oh, bah, c'est bien d'avoir travaillé au Niger. Malheureusement, j'ai pas pu avoir l'occasion. J'aurais pu l'avoir, mais il y a eu certainement des événements qui ont fait que je pense que c'est un bon pays. C'est un très beau souvenir. Mm. Bonjour, Bonjour. ça va? Ah ben, quand je vous vois, ça pourrait être pire, mais ça ira, alors ça va très bien. Voilà. Bonjour. Juste, est-ce que Faustin est là, Paul? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, Faustin, ok, super. Mais j'ai Très des bien. problèmes visuels parce que je vous entends, mais je suis obligé de me connecter par mon téléphone parce que sur l'ordi, les liens ne passent pas. Alors moi, c'est la même chose. Je suis sur mon téléphone. C'est ce qu'il y a de Hmm. plus facile. De toute façon, ce sont les nouvelles façons de faire, hein. On travaille avec son téléphone. Pas de problème. Voilà. Donc, je ne sais pas, Paul, est-ce que tu es parmi nous? Bien sûr, je suis là. Oui, Ok. je vois. Est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse, s'il te plaît, de couper tous les micros à l'exception de ceux des orateurs et Bien toi-même? sûr, ça va se faire tout de suite. Parce que je vois plusieurs personnes qui ont des caméras des choses comme ça. Donc, il faudrait bloquer tout le monde à l'exception des speakers et de toi-même. Ouais. Je dois me déplacer. Est-ce que vous me voyez là? Voilà. Est-ce tout
Ok, Catherine, parfait. C'est Est-ce bon, que, est-ce que tu m'entends? je t'entends. Très bien. Donc, j'étais occupée à dire à Faustin que nous pouvons tous constater qu'il est équipé d'une bonne climatisation. En effet. Voilà, à Kinshasa, Et parce qu'il est Monsieur Emmanueli qui se plaint de la canicule à Paris, je suppose. tout à fait, mais c'est la même chose en Suisse, hein. Moi, je suis en Suisse et aujourd'hui, il fait beaucoup plus frais et donc il fait 30 degrés. Ben, venez tous à Cotonou. Ah, Il mais fait si tu bon nous, vivre à Cotonou. si tu nous invites, nous allons venir. Ben, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup pour cette invitation que nous ne manquerons pas à laquelle nous ne manquerons pas de répondre par la positive. Welcome. Merci beaucoup. Euh, Alors, je ne sais pas, c'est à vous de donner le feu vert. Oui, on va pouvoir démarrer et dire que c'est un rendez-vous que le quotidien de service Alors, public bénéficie. peut-être qu'on peut te voir à l'image. Je vais fermer ma vidéo et ma caméra. Très bien. Alors, je dis bonsoir à tous. Heureux de vous savoir si nombreux cet après-midi en ligne depuis Cotonou, le siège du quotidien de service public La Nation, où nous honorons encore ce rendez-vous-là, au-delà du service de l'information ordinaire que nous honorons régulièrement au quotidien. Je dirais au-delà du mandat classique d'un quotidien futile national, nous avons jugé opportun de nous pencher cet après-midi sur cette problématique qui est devenue une problématique importante et d'acuité depuis que le 47e président des États-Unis a pris fonction, où la problématique des taxations douanières a pris une envolée, une spirale folle. Qu'en est-il pour les pays africains? Quelle est leur partition? Qu'en est-il de la régulation, notamment avec l'Organisation mondiale du commerce? Pour nous pencher sur la problématique, nous avons réuni quand même, je pense, une bonne grappe d'experts de la question. Et je vais donc laisser Catherine Fianca prendre le relais. Catherine, à toi. Merci beaucoup, Paul Amoussou, pour ces mots d'introduction. Et je demanderai à tous les participants de bien vouloir fermer leur caméra, à l'exception naturellement des speakers. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour le public de vous identifier. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir. Bon, d'abord, je vous prie d'excuser cette voix, mais qui n'est pas ma voix normale, mais avec le chaud-froid que nous avons un peu partout, eh bien, j'ai été contaminée par un gros rhume et ce qui me donne cette voix un tout petit peu rocailleuse. Mais je n'essaierai pas de chanter pour ne pas faire tomber la pluie, même si ça ferait du bien dans certaines régions. Alors, nous avons la chance d'avoir trois intervenants de choix aujourd'hui avec nous, qui sont basés dans différentes parties du monde. Et à ce titre, ce sera très intéressant pour le public qui nous suit de voir justement d'obtenir les avis et les analyses différentes de ces trois personnalités. Nous avons d'une part Monsieur Ludovic Emanueli, président de Peace Croissance. Monsieur Emanueli, si vous pouviez nous faire un petit coucou. Voilà. Alors, je vous laisse après votre micro pour que vous puissiez parler et donner plus d'indications sur voilà, votre profil et puis le travail que vous effectuez. Nous avons également la chance d'avoir Monsieur Bernard Kassler, qui est le directeur de la promotion des exportations à la pièce. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Bonjour, monsieur, et merci d'être avec nous. Et nous avons le professeur Faustin Luanga, qui est sénateur en République démocratique du Congo et ancien haut fonctionnaire à l'Organisation mondiale du commerce à Genève,
et qui a occupé des fonctions très importantes dans cette organisation qui, comme vous le savez, est celle qui régit, qui forme, qui rédige les différentes indications, lois, règlements en matière de commerce international. Et ce qui est très intéressant, c'est que le professeur Lwanga, euh, bien qu'il soit d'origine d'Afrique centrale, est un spécialiste de l'Asie et qu'il enseigne d'ailleurs, entre autres, le commerce international en japonais au Japon. Donc, je vais commencer. Merci, professeur Lwanga. Donc, je vais commencer par Ludovic Emanueli. Monsieur Emanueli, je vous laisse ouvrir votre micro. Monsieur Toa, si vous pouviez avoir la gentillesse d'éteindre votre caméra, ce serait gentil. Et monsieur Emanueli, si vous pouviez partager avec nous, d'une part, euh, les activités de votre entité et nous en dire un peu plus sur le cadre qu'a établi monsieur Paul Amoussou de la Nation à propos des barrières tarifaires qui sont mises en place actuellement entre les États-Unis et différents pays et les opportunités d'exportation que cela pourrait susciter pour les marchés africains. Monsieur Emmanueli, je vous en prie. OK. En tout cas, je vous remercie d'avoir organisé cette conférence. Euh, c'est très intéressant parce que ça va permettre de mettre les pieds dans le plat sur peut-être quelque chose qui est très, très important et où certainement des avis vont diverger au départ, mais se retrouveront. Vous allez voir pourquoi. Donc, Croissance Peace, c'est quoi? C'est une ONG qui s'appelle Croissance, comme la croissance, et Peace, le mot Peace, P-E-A-C-E, comme le mot paix, qui est à l'origine croissance. Le P, c'est partagé, E, entre Afrique, Chine et Europe. Nous sommes des facilitateurs, c'est-à-dire qu'avec l'Afrique, nous partons du besoin ou des attentes africaines et nous tentons d'y répondre, que ce soit au niveau du financement, des échanges d'experts, du sourcing, on trouve des produits, etc., etc. On travaille également, on a un lab jeune qui est assez, qui se développe bien, et on développe, si vous voulez, des efforts de stage à distance avec les jeunes Africains. En clair, ce qui nous guide, c'est faire de la croissance partagée avec l'Afrique pour une Afrique souveraine et prospère. Nous sommes une organisation indépendante et apolitique. Voilà, donc c'est une présentation rapide. Je vais quand même vous rajouter que nous avons trois gros éléments de communication, mis à part le fait que nous travaillons dans le pragmatisme. Les trois éléments de communication, c'est que tous les ans, nous avons une conférence internationale que nous organisons à l'Assemblée nationale française. Donc, on en est à la 8e, la 9e l'année prochaine. Et ce que l'on va faire, c'est certainement la décentraliser en Afrique. Je souhaiterais que Croissance Peace soit organisée dans une Assemblée nationale africaine. Donc, on est en train de voir avec un certain nombre de pays pour voir comment faire. Deuxièmement, nous avons écrit 3 livres. Un sur l'intelligence économique avec l'Afrique, le deuxième sur l'innovation par les femmes africaines, et le troisième, c'est le partenariat privé-privé performé par le public, qui explique comment les Africains et nous-mêmes avons tout intérêt à travailler ensemble en se basant sur les entités privées. Et le quatrième, qui est en cours de finalisation, parlera du commerce intra-africain qui permettra, à mon avis, à l'Afrique de se développer encore d'une manière plus puissante. Voilà, en quelques mots, la présentation de Croissance Peace. Alors, concernant le sujet, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je vais tout de suite vous en parler. Les barrières tarifaires, ce n'est pas forcément une opportunité, ça dépend comment on va voir les choses. Alors, la guerre des taxes douanières a été déclenchée par le président Trump aux États-Unis, qui change ses manières d'appréhender les choses. Mais ces taxes douanières ont un effet extrêmement négatif pour l'Afrique. Alors, je ne vais pas vous le développer, je vais vous donner quelques éléments. À savoir que si pour exporter vers les États-Unis,
il va falloir payer des taxes importantes. Ça veut dire que des pays qui voudront faire plus de profit écouleront leurs marchandises plutôt sur des pays où les taxes douanières ne sont pas importantes. Je ne vais même pas vous parler de l'Europe. L'Europe, certainement, il y a des taxes douanières, mais l'Afrique. Et le problème, c'est que je crains à ce stade, hein, à l'heure où je vous parle, que ça peut évoluer du jour au lendemain, qu'un certain nombre de productions de pays étrangers, je ne vais pas les citer parce que c'est humain au niveau du commerce international que de vendre en Afrique, euh, va pousser le bouchon très très loin pour vendre, 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 vendre. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, comme conséquence, c'est là que si les produits sont des produits qui sont ensuite dénaturés ou moins chers, ça empêchera ou ça ne donnera plutôt pas envie à l'Afrique de créer des usines de production, de transformation. Or, l'Afrique, ce qu'elle a besoin, le vrai besoin, le gros besoin que nous travaillons, sur lequel nous travaillons, puisqu'on fait du financement aussi de projet, c'est notre corps de métier, ce sont la création d'usines de transformation qui permettent d'avoir une valeur ajoutée au niveau des pays africains. Un exemple, pour la noix de cajou, l'Inde, pour ne pas le citer, achetait en vrac tout un tas de produits, dont la noix de cajou. Donc les tankers arrivaient, ils chargeaient, etc. Ça partait. C'était donc des produits qui étaient non transformés. Là, on est en train de proposer à des pays africains, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau et autres, le fait de créer des usines de transformation de noix de cajou qui ont pour effet de développer la valeur ajoutée et surtout de créer de l'emploi et des qualifications. Et donc, cela, c'est un gros intérêt. Et c'est pour cette raison, et je ne veux pas prendre la parole plus longtemps, que je crains que si on y prend garde, l'augmentation des taxes douanières sur les États-Unis n'ait pour conséquence que les gens veuillent vendre leurs produits sur l'Afrique et donc empêche par un système de mécanisme commercial de créer moins d'usines de transformation et donc d'appauvrir à terme ou de faire en sorte que le développement ne soit pas aussi important qu'on aurait pu le souhaiter pour notre Afrique souveraine. Voilà, est-ce que c'est à peu près clair ou je n'ai pas voulu prendre trop de temps, je sais qu'il y a des intervenants de grande valeur et donc si on peut échanger après, si vous le souhaitez, il n'y a absolument aucun problème et avec grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Ludovic Emanueli. Je vais maintenant donner la parole à l'intervenant suivant, Monsieur Bernard Kassler, qui est le directeur de la promotion des exportations à l'APIEX, qui est placé sous la tutelle de la présidence de la République. Donc, Monsieur Bernard Kassler, je vous laisse la parole, je vous donne la parole pour justement donner votre avis sur le contexte dans lequel nous sommes placés à l'heure actuelle, puisque, comme nous le savons tous, ce contexte est très mobile ou mouvant. Absolument, merci, merci beaucoup, merci de m'avoir invité à ce panel, à cette conférence. L'APIEX, c'est l'agence de la promotion des investissements et des exportations du Bénin. La direction des exportations est une nouvelle direction créée depuis 5 mois maintenant à l'APIEX, qui avait une direction opérationnelle, existait, est une structure héritée d'autres structures, donc avec un personnel qui est habitué à traiter ces questions. Et pour répondre brièvement, puis après je vais développer un peu, je dirais de manière américaine, wait and see. Pourquoi? Parce que on est à la fin d'accords favorisant les pays émergents pour exporter aux États-Unis. Ces accords prennent fin le 30 juin. On attend. Il n'y a pas que les taux de douane n'arrêtent pas de monter, de descendre, de changer. On attend. Et quand on parle avec nos homologues américains dans les ambassades, à l'ambassade des États-Unis ici à Cotonou, ils nous disent eux-mêmes, on attend. Donc, je voudrais pas qu'on fasse du catastrophisme, dire tout va mal.
effectivement, comme l'a dit M. Emmanueli, nous avons besoin, avant tout, de transformer nos productions et de mettre de la valeur ajoutée dans nos exportations. C'est ce qui se passe au Bénin depuis quelques années. Vous parlez de la noix de cajou. Aujourd'hui, la noix de cajou qui est exportée du Bénin est une noix de cajou transformée et valorisée. Le coton, de plus en plus. Nous exportons d'ailleurs, euh, nous avons d'assez fortes exportations vers les États-Unis de textiles. Ici maintenant au Bénin, de t-shirts, d'habits pour des grandes marques américaines, avec effectivement une création d'emplois sur la zone industrielle de Logic B, euh, vraiment conséquente, hein. On est sur un vivier de plus de 10 000 emplois créés en 5 ans. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour que ça se passe le mieux possible. Et puis maintenant, là, ben, on est dans ce que je vous dis, ce wait and see, on attend et on observe et on regarde et on va s'adapter. Il ne faut pas freiner les investissements. Il faut les supporter, les conforter. Il n'y a pas que les États-Unis comme, comme exportation. Généralement, le cœur des exportations des pays ouest-africains francophones, c'est l'Europe. Euh, on est, je dirais qu'on a aussi une double peine avec cette incertitude, qui est la baisse de la valeur du dollar par rapport à l'euro. Nos monnaies en francs CFA sont calquées sur l'euro. Aujourd'hui, quand vous avez un dollar qui se déprécie de plus de 10%, 11%, 13%, et ben ça freine aussi nos exportations face à toutes les monnaies qui sont basées sur le dollar, hein, toutes les exportations du Venezuela, du Costa Rica, pour les productions agricoles de masse comme la banane, comme l'ananas, etc. Bon, au Bénin, on n'est pas encore trop dans ces productions, mais on les développe, on cherche à les mettre en avant. Donc effectivement, c'est une zone de turbulence et il faut être le plus préparé à la traversée. Cette préparation, pour moi, elle passe essentiellement par une course à la qualité, une course à la certification, à se mettre au niveau des enjeux du commerce international. On- c'est là que la PIEX ici intervient au Bénin, dans un cadre d'appui, d'accompagnement, au-delà d'améliorer le climat des affaires ici au Bénin, de participer à son amélioration avec les partenaires qui sont la CCIB, la DPME, le patronat, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'industrie et du commerce. On est vraiment dans une dynamique ici d'amélioration de ce climat des affaires. Et pour l'exportation, d'un développement des moyens techniques, euh, euh, des systèmes d'information qui vont voir le jour là, cette année 2025. De la même manière qu'au Bénin, à la PIEX, on peut créer une entreprise, une petite entreprise dans la demi-journée, euh, avec un service complètement dématérialisé. On va pouvoir, d'ici la fin de l'année, euh, utiliser des outils en ligne qui vous permettront d'aller sonder le marché du jus de fruits sur l'Allemagne, sur la Bolivie, sur où vous voulez. On fait ça en concertation avec le Centre du commerce international. Et je pense que on se prépare à cette période mouvementée qui a déjà commencé. On se prépare à la traversée du mieux possible. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Kassler, pour ce partage justement d'analyse sur l'avenir. Effectivement, les technologies, les nouvelles technologies contribuent de jour en jour à une modification aussi totale et à une facilitation du commerce pour des pays qui, au départ, n'avaient pas forcément tous les outils nécessaires pour procéder à des exportations de produits finis. Ce qui est intéressant, c'est que nous allons voir avec le professeur Faustin Luanga, qui, comme je l'ai indiqué,
a eu autant des responsabilités au niveau national en République démocratique du Congo que au niveau international à l'Organisation mondiale du commerce à Genève et qui, comme je l'ai mentionné, est un spécialiste autant de l'Asie que de l'Afrique. Pourquoi je reviens sur cette expérience asiatique? Car nous le savons, l'Asie est déjà bien en avance sur l'utilisation d'outils tels que l'intelligence artificielle et des plateformes spécialisées pour faciliter le commerce, mais aussi le petit commerce que nous trouvons plutôt dans l'informel dans les pays africains. Alors, professeur Lwanga, je vous laisse la parole pour nous faire une petite étude sur la situation actuelle, tant au niveau continental africain, avec les opportunités que peut donner la ZLECAf, mais également ce que peut apporter l'Organisation mondiale du commerce au niveau des lois et des règlements qui sont en place. Professeur Lwanga. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait, si vous le voyez, Je crois que arrivez-vous? c'est lui. Voilà. Je crois que vous Ouais. m'entendez maintenant. Maintenant, on vous entend. Merci. Je vous en prie, vous Merci avez la beaucoup. parole. Merci beaucoup, Catherine. Salutations à tout le monde depuis Kinshasa. Je crois que nous assistons à un contexte qui a évolué, parce que je vais placer les choses dans les contextes. Depuis très longtemps, les pays échangent. Le commerce, c'est l'une des vieilles activités dans le monde. Ça a occasionné, vous vendez les surplus, ce que vous n'en avez pas, vous allez chercher ailleurs. Et le monde a évolué sans règles avant. Et ça a causé beaucoup d'ennuis. Les Vikings qui partaient, la traite des négrières, les plus forts opprimaient les plus faibles. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, si je peux faire un grand pont comme ça, où on a conçu la nouvelle architecture mondiale basée sur des règles. Sur le plan financier, on a créé les Fonds monétaires internationaux pour des questions de balance de paiement, parce que si vous n'arrivez pas à payer les autres, ça peut créer des guerres. Alors, il fallait trouver des mécanismes pour trouver l'argent pour financer les commerces. Et au niveau de la reconstruction de l'Europe, c'était la Banque mondiale qui deviendra, c'était d'abord la Banque de reconstruction qui deviendra Banque mondiale qui s'occupera des aspects de développement. Et il y avait l'autre institution, c'était la création de l'Organisation internationale du commerce qui deviendra plus tard, 50 ans presque, après l'Organisation mondiale du commerce, l'ancien GATT. Là, on fixe des règles. Pourquoi c'était important de fixer des règles des échanges? C'est pour éviter des frictions. Pour éviter des frictions entre pays, ces règles se négocient et pour diminuer et faciliter les échanges et ainsi créer la prospérité, parce que les échanges créent la prospérité. Et on a évolué des cycles de négociation à cycle de négociation. On a ramené les tarifs qui étaient l'instrument par excellence de promotion et de protection industrielle dans différents pays à des niveaux relativement bas. Mais qu'est-ce qu'on a constaté avec le temps? Plus les tarifs baissaient, plus les nations utilisaient d'autres instruments pour te protéger, les normes, les règlements techniques, les régulations, la taxation, les quotas. Et tout ça, ça a culminé, ça a facilité les échanges d'une certaine manière, ça a protégé. Entre-temps, l'Asie a émergé beaucoup avec l'accession de la Chine en 2001 à l'Organisation mondiale du commerce. La Chine était la puissance numéro 9, 9e puissance mondiale en termes commerciaux. Aujourd'hui, la Chine concurrence les États-Unis et a dépassé même en volume d'échange les États-Unis en 2024-25. C'est le nouveau paradigme. L'autre paradigme, avant que je n'explique les contextes, et je suis encore dans les contextes, les systèmes de production ont aussi changé dans le monde. Avec les avancées technologiques,
et avec la containarisation, les envois des transports maritimes, il est devenu, on est produit, puis c'est ce que nous appelons la fragmentation des productions en développement des chaînes de valeur et de production. Le système du commerce aussi a changé. Et les règles devaient s'appliquer, certaines s'appliquent avec beaucoup de retard. Nous sommes aujourd'hui en train d'échanger entre nous par l'avancée des télécommunications. Les téléphones que nous utilisons, les ordinateurs que nous utilisons sont produits dans différents pays au monde. Le commerce ne se fait plus comme ça se faisait entre pays, mais ça se fait au sein de l'entreprise, mais à travers les pays, mais on travaille pour des chaînes de production. Si vous avez 80 sociétés qui travaillent pour produire un iPhone, alors si vous fixez des règles, ces règles vont affecter 80 pays. Ça, c'est la première conséquence de ce que je vais appeler la fragmentation des échanges, fragmentation commerciale. Ça nécessite que les pays s'adaptent. Ceux qui n'ont pu s'adapter, qui ne se sont pas adaptés, ont constaté ce qu'on appelle la délocalisation. Beaucoup d'entreprises à la recherche de rentabilité ont fui les sites traditionnels. Aux États-Unis, on a vu Détroit perdre son monopole de véhicules pour se délocaliser au Mexique. Le Japon produit ses véhicules, certaines en France avec des collaborations avec Nice et Renault, d'autres carrément aux États-Unis. Mercedes est produit en Chine et produit aux États-Unis. Canada se délocalise et c'est ce qu'on a constaté, ces grands ensembles qui se fragmentent et avec les règles. Avec l'arrivée de Trump, parce que c'est là que nous assistons à des effets terribles parce que les barrières, la montée des barrières tarifaires par les grandes puissances, dont les États-Unis, reconfigurent complètement le flux commercial et impactent la manière dont les pays fixaient les règles. Les États-Unis ont augmenté les tarifs d'une façon considérable sur les aciers, l'aluminium, les biens africains surtout. Et depuis 2024, avec l'arrivée de Trump, 2025, ça continue et cela a des implications. Quant à l'Europe, elle applique des faibles tarifs, mais on a des mesures non fiscales dont les normes techniques. Allô? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô? Oui, oui, on vous attend, ça passe. Oh, 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 ça passe, c'est parce que j'étais coupé, je ne m'entendais plus moi-même. Alors, Maintenant, il y a un conséquence appel. de chez vous, de chez moi. Oh là là. Tout est bon, on te suit. Ah, vous me suivez, hein? Bon, c'est bien alors. Ouais. Vous pouvez, Alors, les conséquences, vous pouvez reprendre, professeur. Vous étiez occupé à nous expliquer qu'avec la montée des barrières tarifaires qui sont établies par le président Trump, naturellement que les règles du jeu sont renégociées, on va dire. bon, redéfinies. Bon. Elles sont en train de se redéfinir et les pays se positionnent. Et c'est qu'il y a en quelque sorte un coup de secousse sur le multilatéralisme où se négocient les règles et les pays négocient bilatéralement. Cela a comme conséquence, d'abord, les conséquences de cette montée protectionniste des tarifs et que tout le monde est perdant dans ça à court terme. C'est nous les consommateurs, parce qu'à la fin, ce sont les consommateurs. Il y a ce qu'on appelle inflation importée. Nous importons tous cette inflation. La première conséquence, c'est l'augmentation des coûts de consommation. Nous dépendons des uns des autres. Deuxième chose pour les pays africains, c'est la pression sur les entreprises africaines, réduction des marges de toutes les entreprises qui exportent.
Et toutes les entreprises qui exportent, et l'Afrique exporte beaucoup parce que l'Afrique, comme nous connaissons tous, ne transforme pas beaucoup, a une petite base de transformation, elle exporte ses matières premières et qui ont été pour certains pays comme les Lesotho, les nouvelles barrières ont atteint même jusqu'à 50%. Bon, vous pouvez imaginer à toutes les entreprises qui exportaient, ça va coûter plus cher. Il y a la fragmentation des chaînes de production, des chaînes de production, des chaînes parce que, comme je vous ai expliqué, on ne produit plus l'ensemble des commodités dans un seul pays. On se partage les tâches en cherchant des niches de rentabilité. Alors, les pays se captent ce qu'on appelle les chaînes de production en Afrique, surtout dans l'agro-industrie. Et c'est beaucoup le cacao, beaucoup dans les cafés, beaucoup de produits seront affectés par ces mesures. Autre conséquence, c'est ce qu'on appelle la tension géoéconomique et instabilité commerciale que ça produit. Les Américains même ont estimé les premières mesures des barrières tarifaires américaines ont coûté à l'Amérique plus de 1000 milliards de dollars en peu de temps. Voilà pourquoi eux-mêmes ont réalisé que c'était des mesures destructrices. Il fallait revenir à la raison. Quelles sont les réponses africaines? Parce que c'est une opportunité pour l'Afrique de diversifier ses partenaires commerciaux. Parce que chaque fois que vous êtes frappé, vos produits sont surtaxés, vous regardez un peu ailleurs. L'Afrique a regardé l'Asie, le Golfe, les pays de l'Amérique latine, pour essayer de capitaliser et de nouer de nouvelles relations. C'est une opportunité à encourager. Deuxième chose, il y a ce que moi j'appellerais localiser l'industrialisation. Ça veut dire quoi? Il faut valoriser les ressources locales et essayer de les transformer davantage sur place. Le cuivre, le lithium pour le cas des Congo, pour la batterie, les cobalt, le cacao, le coton, par des capacités de transformation pour réduire des pertes des valeurs ajoutées. Et pour ça, nous avons un outil très important en Afrique, et c'est la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. L'Afrique qui commerce peu entre elles, il faudrait que profite de ces barrières qui augmentent pour essayer de développer des logistiques de distribution et logistiques de transformation régionale. C'est que c'est une opportunité aussi pour l'Afrique, puisque les recherches, c'est des nouveaux marchés et autres. Alors, quelles seraient les opportunités africaines au-delà des tarifs? Parce que tout n'est pas seulement tarif. L'Afrique a aussi ses propres démons. Nous avons beaucoup de régulations contradictoires et ces régulations nous posent des problèmes en Afrique. Parce que ce n'est pas seulement les tarifs qui affectent les changements, les mouvements des marchandises, les droits des douanes. Nous avons des régulations douanières complexes. J'ai eu le privilège d'examiner beaucoup les politiques commerciales de beaucoup de pays africains et des pays asiatiques. En Afrique, les procédures douanières peuvent être longues et compliquées, avec des exigences de documentation qui peuvent retarder des livraisons. Je crois à notre collègue qui s'occupe de la promotion de l'exportation en sait vraiment quelque chose là-dessus. Ce n'est pas facile. Nous avons des quotas d'importation pour certains pays qui limitent la quantité, des normes techniques et sanitaires. Si nous devons exporter, nous devons rencontrer des normes qui sont devenues aussi des problèmes, des mesures sanitaires et phytosanitaires, des taux d'échange instables qui peuvent jouer sous forme aussi de subventions. Les Américains accusent par exemple les Chinois de garder leur monnaie très bas, ce qui apparaît comme une subvention. Voilà pourquoi le dollar est en train de chuter pour d'autres raisons, d'essayer de promouvoir. Quand les dollars coûtent moins cher, les gens peuvent acheter aussi facilement. Et surtout pour les pays africains, la corruption et des pratiques commerciales non transparentes, des problèmes de gouvernance. Si nous devons, en Afrique, profiter de ces paradigmes nouveaux, nous devons nous montrer aussi exigeants envers nous-mêmes. Catherine, je vais m'arrêter là
et je pourrais intervenir à une deuxième portée. Je crois que j'ai fait le survol du contexte, de ce changement de paradigme, de la fragmentation commerciale en cours et de la nécessité surtout dans un contexte où le monde devient très interdépendant, une seule puissance ne peut pas fixer les règles commerciales. Merci beaucoup, professeur Luanga, pour ce cours qui consistait également en survol. Alors, j'aimerais redonner la parole euh, à Monsieur Bernard Kassler, parce que euh, dans votre rôle, euh, d'après ce que le professeur Luanga vient d'exprimer et de considérer comme une opportunité de développer aussi les marchés intra-africains. Le continent africain est un énorme marché par lui-même et il est vrai que l'Afrique de l'Ouest commerce peu avec l'Afrique de l'Est et qu'il y a eu des impositions, je dirais, de partenariat avec les anciens colonisateurs, tous ces partenariats se sont effilochés au fil du temps parce que la volonté politique des dirigeants est de diversifier les opportunités, les possibilités pour leur pays, en regardant partout, autant vers les Amériques, le Brésil, la Colombie ou d'autres pays, mais l'Asie. Comment est-ce que vous voyez les choses au niveau du Bénin? Alors, le Bénin est en pleine révolution industrielle. Euh, Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'ouverture des zones économiques spéciales avec l'appui du gouvernement, d'aller chercher des investisseurs, le groupe Arise, d'autres, pour construire un complexe ouvert sur plus de 1000 hectares pour recevoir des entreprises industrielles pour transformer les produits du Bénin. Et ça fonctionne. On donne envie. Donc, on a des produits à exporter. Euh, pour, euh, pour répondre un peu plus à votre question, c'est la semaine dernière, le président Talon euh, a engagé le Bénin sur la voie d'une intégration économique avec le Nigeria. C'est quelque chose de complexe à réaliser et il y a déjà des coopérations de douane entre le Nigeria et le Bénin. Donc on est en plein dans la valorisation de ces échanges inter-États. Euh, le Bénin est la porte d'entrée des pays francophones vers le Nigeria. Et euh, on veut profiter de ça et on veut en faire profiter les autres entreprises qui voudraient venir s'installer pour développer leur production au Bénin. Ensuite, avec les autres pays de la sous-région, enfin de la sous-région, j'aime pas le mot, je dis de la région ouest-africaine, euh, il y a des aléas politiques. Parce que le professeur, vous en avez très bien parlé, euh, et il y a des méfiances à faire tomber. Euh, voilà, il y a des frontières qui doivent se réouvrir pour le bien-être des populations. Et ça, c'est de la politique, moi, je n'en fais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que, par exemple, avec la frontière avec le Togo, pour aller en Côte d'Ivoire, au Ghana, euh, il faut une harmonisation. Vous parliez effectivement de tracasserie douanière. Euh, si on veut une intégration économique, il faut d'abord une intégration des personnes. Il faut que les personnes puissent passer les frontières facilement, avec le moins de méfiance possible, être en règle. Ce qu'on impose à l'exportation internationale, on doit commencer aussi à imposer un minimum de choses dans nos échanges entre nos pays. Je dis nos pays parce que bon, même si vous avez l'impression que je suis un parfait yogo, comme on dit ici au Bénin,
Euh, voilà, j'ai une longue tradition familiale en Côte d'Ivoire. Et c'est très important de faire cette intégration économique entre nos pays. C'est une source de débouchés. On a déjà un bon commerce, un gros volume du commerce qui se fait entre les pays de la région. Il est plus ou moins formel, plus ou moins formalisé, et on doit le formaliser de plus en plus, non pas pour le taxer, mais pour l'aider. À partir du moment où une entreprise se met à jour au niveau de ses agréments, se fait connaître, on peut l'aider sur des investissements, on peut l'aider sur son marketing, on peut l'aider sur son positionnement produit, on peut l'aider à passer la douane dans les meilleures conditions. Donc c'est très important pour moi, je parlais tout à l'heure de la qualité. La qualité, c'est la qualité des produits, c'est la qualité du choix des produits par rapport au marché cible, et c'est aussi la qualité de la gestion des sociétés. Et tout ça se met en place en ce moment. C'est assez fabuleux à voir au Bénin. Est-ce que j'ai plus ou moins répondu à votre question? Voilà, j'ai enlevé mon micro. Tout à fait. Ce qui est très intéressant, parce que comme vous l'avez exprimé, euh, l'intérêt, c'est le bien-être et le développement. Donc là aussi, il y a une évolution qui est notoire. Et dans ce domaine-là, c'est la raison pour laquelle je me tourne vers Monsieur Ludovic Emmanueli. C'est que de plus en plus, dans les pays, on s'intéresse au bien-être et au développement des populations qui passe par effectivement, entre autres, un commerce, quand même, le qualifier les Chinois, win-win. Alors, est-ce que récemment, Monsieur Emmanueli, vous avez vu justement cette nécessité d'harmonisation aussi au niveau africain, que ce soit au niveau des régulations, mais aussi par rapport aux échanges monétaires? Oui, alors il y a toujours une volonté. Il y a la volonté, il y a de la volonté. Mais la volonté de discuter autour d'une table et de faire avancer les choses, c'est beaucoup plus long. On a des organisations comme la ZLECAf, effectivement, qui ont une volonté de faire beaucoup de choses. Je pense que ça se développe et j'insiste sur le fait que le commerce intra-africain, c'est l'avenir du développement de l'Afrique. Enfin, ça, c'est ma conviction en tout cas. Et si c'est bien développé, il y aura moins d'antagonisme avec les entre guillemets, puissances étrangères ou institutions étrangères qui pourraient torpiller ce processus. L'Afrique est un ordre dispersé. Ce qui lui manque, c'est une puissance globale, c'est une puissance commerciale à échanger ensemble. Et plus ils seront forts ensemble, plus ça sera important pour lutter, bien sûr, commercialement contre les autres. Alors, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, pour la douane et toutes ces taxes, là, on parle de ce moment, un moment précis qui est le maintenant. Ça peut évoluer du jour au lendemain. Mais il faut faire très attention que si l'Afrique veut être souveraine et prospère, il ne faut pas qu'elle subisse les contraintes commerciales et économiques des autres pays. La seule chose qu'elle puisse faire, c'est mon avis, et c'est partagé par un certain nombre de gens avec qui nous travaillons, c'est de se développer en interne et d'échanger en interne. Là, actuellement, on est sur des usines, on travaille, alors le Bénin, je vous écoute avec beaucoup d'enthousiasme parce que je sais que le Bénin se développe très très bien. C'est vrai, puisque je travaille aussi beaucoup avec le Togo, et donc on voit un peu les impacts qu'il peut y avoir. Vous avez un certain nombre de fermes, que ce soit d'élevage de tilapia ou de poulet ou autres, qui se développent, mais qui ont du mal à travailler ensemble, qui ont beaucoup de mal à travailler ensemble. Là, j'ai rencontré des Sénégalais qui ont développé des poulets en 6 mois de plus de 8 kilos. Même en France, on ne sait pas le faire.
Même aux États-Unis, on ne sait pas le faire, avec des normes exceptionnelles. On les a fait intervenir à notre dernière conférence. Et tout cela, ça peut se partager. Il faut qu'il y ait cet esprit d'innovation et de partage. On avait essayé, alors monsieur le professeur, puisque vous êtes de RDC, on avait essayé de créer la première agence de l'innovation à Bukavu, il y a quelques années, qui a un projet qui a avorté, eu égard aux différentes problématiques logistiques, enfin, on pourra en discuter, mais c'est ça qu'il faut. C'est la nécessité. Les Africains ont une puissance innovatrice et une volonté qui est farouche, qui est audacieuse et qui est constructive. Si ces énergies se mettent ensemble, et on le voit sur le terrain, puisqu'on travaille sur les financements de projets, donc on voit les projets qui naissent, là, ça va faire quelque chose qui va être puissant, et là, l'Afrique va être forte pour lutter commercialement sur les autres. D'abord, il faut que l'Afrique nourrisse ses populations et ensuite qu'elle exporte. Alors, il y a beaucoup d'exportations qui sont faites avant de nourrir la population, mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur cette intra-Afrique, il faut absolument foncer. Ça va être, à mon sens, un maître mot pour tous ces pays africains. Je vous dis, on a une newsletter sur laquelle on diffuse un certain nombre d'informations. Les retours qu'on en a appuient justement dans ce sens de ce commerce qui doit être ensemble. On est ensemble, hein, comme on dit en Afrique, on est ensemble pour construire ensemble. Voilà, j'espère que Merci j'ai bien beaucoup. répondu à votre question. Merci beaucoup. Alors, je reviens au professeur Lwanga, justement, dans cette volonté de intensifier le commerce intra-africain. Qu'en pensez-vous et quels sont les risques aussi de repli de l'Afrique sur elle-même? Comment est-ce que vous voyez les choses et surtout au niveau de la perspective de l'harmonisation de la réglementation internationale? Est-ce qu'on peut aider le professeur Lwanga à rétablir le son, s'il vous plaît? Voilà. Je crois que ça va maintenant là. Merci. Je crois que vous m'entendez maintenant. Bon, Parfait, je crois parfait. que l'Afrique a les leviers de son avenir. L'Afrique a la jeunesse. C'est le continent le plus jeune qui est une force pour l'avenir, potentialité. Mais il faut que cette jeunesse soit éduquée, soit en bonne santé pour qu'elle explose dans les sens positifs. Premier élément. Deuxième élément, cette jeunesse et cette diaspora qui s'est éparpillée à travers le monde commence à faire des prouesses en Afrique. Quand vous regardez, par exemple, le Nigeria, M. Dangote vient de construire les raffineries, une raffinerie, je crois, la plus grande du monde. C'est quelque chose de positif, arriver à transformer que de vendre. Le Nigeria, jusque-là, vendait son pétrole, son pétrole. On a vu les Moyen-Orient se développer avec deux produits, le pétrole et le gaz. Il ne s'est pas développé en autarcie. Le Moyen-Orient a structuré son pétrole et son gaz. C'est que, ce que M. Emmanuel appelle production partagée, c'est un peu dans ce sens. Ils ont partagé la production avec ceux qui ont la technologie et le capital pour une prospérité aussi partagée. L'Afrique, qui servait jusque-là des réservoirs de matières premières, doit apprendre à transformer. L'accumulation des richesses passe par la transformation. Le Congo, mon pays, qui est très riche, que ce soit sur le plan agricole, minier, forestier, en eau, doit se demander qu'est-ce qu'elle veut. Ça, c'est ce qui est valable pour le Congo et valable pour la plupart des pays africains. On a vu le Botswana se transformer avec un seul produit, les diamants. Le Congo aussi a les diamants, mais il n'a pas fait la même chose. De telle sorte, il y a une bourse de diamants à Gaborone et la transformation des diamants, la première transformation, deuxième transformation, c'est fait au Botswana. C'est ça la technologie. Nous devons exiger, par exemple, que les batteries
le cobalt étant congolais, que les premières transformations, que les batteries soient produites au Congo, hein, pour la prospérité partagée. Transition écologique, on exige les forêts. L'Afrique contient la deuxième grande forêt après l'Amazonie, c'est la forêt du Congo central, et puis vous trouvez l'autre forêt, c'est en Indonésie. Pour le bien-être de l'humanité, que l'Occident compasse cela d'une certaine manière pour des technologies écologiques. L'intégration est très importante parce que c'est la densification. Le marché, l'Europe se réunit pour faire le contrepoids des grandes puissances émergentes. La Chine, la population, c'est une puissance. Si la Chine est respectée aujourd'hui, pas seulement en termes de population, parce que c'est un grand marché, à des milliards, l'Inde, grand marché, mais l'Afrique, son grand marché, si l'Afrique n'est pas intégrée parfaitement, son grand marché ne servira à rien. Voilà pourquoi je continue d'insister, l'Afrique doit défragmenter, c'est-à-dire harmoniser pour réduire les coûts transactionnels. M. Bernard a parlé très bien, c'est difficile de voyager entre les pays intra-africains. Ça, c'est le voyage des êtres humains. Même la marchandise a des problèmes pour traverser. C'est facile des fois d'importer de la Chine que de passer d'un pays africain à un autre. Les leaders africains doivent comprendre que l'avenir de l'Afrique viendra de l'Afrique. Si l'Afrique doit cesser d'être les réservoirs de matières premières et être respectée comme le Moyen-Orient est arrivé à s'imposer avec son pétrole et son gaz, l'Afrique peut s'imposer avec son uranium, ses minéraux, son cobalt, l'or, le café, en partenariat avec l'Occident. Il n'y a rien de mauvais pour cela. Voilà un peu comment je définirais les perspectives pour l'Afrique. Il y a cette implication de souveraineté économique, c'est-à-dire s'approprier l'utile, maîtriser d'abord l'utile à développer, c'est-à-dire ses richesses, les connaître, leurs valeurs, structurer, attirer des capitaux et la technologie pour les transformer ensemble sur les territoires africains. Ça crée l'emploi, ça crée la prospérité partagée et pour l'Afrique et pour l'Occident. Et nous montrer surtout sérieux dans la bonne gouvernance. Mais, merci, Voilà. professeur. Alors, je profite, n'éteignez pas tout de suite votre micro, s'il vous plaît. Je profite de cet instant pour demander au public d'inscrire leurs questions dans le chat. C'est-à-dire, il y a une petite boîte, généralement en bas de votre écran, qui s'appelle Discussion. Si vous pouvez inscrire vos questions et indiquer éventuellement à qui elles s'adressent. Et je vous ai demandé, professeur Lwanga, de garder votre micro ouvert, car nous avons le directeur au ministère de l'économie nationale de la RDC, monsieur Joseph Biadounia, qui vous pose la question suivante. Bonjour, chers tous. Ma question s'adresse au sénateur Fosta Lwanga. Quelles sont les solutions face au tableau que vous venez de peindre, celui de la hausse des barrières tarifaires et la fragmentation de la production industrielle? 2, que doit faire l'Afrique pour bénéficier des avantages de l'ouverture du marché international et les conséquences de l'ouverture? Bon, vous avez quand même donné en partie des réponses à ces questions, mais je vous laisse compléter si nécessaire. Oh, les barrières tarifaires, d'abord unilatérales, il y a plusieurs façons de les appréhender. C'est une décision souveraine d'un État qui vous inflige et qui inflige aussi à sa propre population les coûts élevés de l'importation. Parce que si vous ajoutez 20% au droit des douanes, ça va se transférer, sauf si vous subventionnez, ça va se transférer dans le prix de revient de celui qui va vendre ses produits importés. Ce n'est pas seulement l'exportateur qui souffre, mais les consommateurs des pays initiateurs de ces mesures souffrent aussi. C'est la destruction collective. La bonne manière de combattre cela, bien sûr, si vous êtes produit dépendant, vous allez souffrir parce qu'il y a des chaînes de production qui vont et des écoulements qui seront déstabilisés. C'est de diversifier
je parlais de la nécessité de diversification comme une opportunité. Deuxième aspect, il y a moyen de vendre dans les pays africains aussi s'il s'agit de produits similaires qui est recherché par certains pays africains. Troisième chose, c'est de porter cela au règlement des différends de l'OMC, mais là, ça peut être une procédure longue. Pour des pays à forte capacité, c'est la rétaliation. C'est ce qu'on a observé. L'Europe essayé de faire la même chose. Le Canada a essayé de faire la même chose. La Chine, et on a vu, ils se sont neutralisés. Mais pour le petit pays, c'est difficile de résister à une puissance comme celle des États-Unis. Les avantages de ce qui se passe, quand il y a un choc pareil, ça vous ouvre les opportunités d'aller voir ailleurs, et vous trouverez toujours que la plupart des pays cherchent les produits africains. Depuis que l'Afrique s'est orientée vers, en dehors, loin de l'Occident, je n'ai rien contre l'Occident, l'Asie, c'est la partie du monde la plus dynamique. Même l'Occident court vers l'Asie. Il est tout à fait normal à l'Afrique de regarder aussi à l'Orient, à l'Extrême-Orient, pour aller chercher ce que les autres cherchent, à savoir les opportunités de faire d'affaires. Les coûts transactionnels sont moins chers là-bas et les transactions sont plus profitables pour tout le monde. Je vais m'arrêter là. Merci à M. Joseph. S'il veut plus, nous sommes tous au Congo, à Kinshasa. Il pourra me chercher, on échangera davantage. Merci. Madame Catherine, je sollicite la parole. Attendez, excusez-moi. D'abord, on continue avec les questions. Et puis, la personne qui sollicite la parole, si elle peut indiquer ça dans le chat, ce serait gentil. Merci. Et je voulais justement vous indiquer, il y a une autre question que je laisserai répondre, à laquelle je laisserai les intervenants répondre. Que pensez-vous de l'intégration économique entre membres de la CEDEAO, intégration qui est prônée par son Excellence, Monsieur le Président Talon? Qui souhaite répondre à cette question qui est posée par Monsieur Sekbotanguini? Alors, quel est l'intervenant qui souhaite répondre à cette question? Je peux répondre. Je peux répondre. Allons-y, monsieur professeur. Bon, je crois en Afrique francophone et en Afrique d'une façon générale, la CEDEAO, l'UEMOA, compte parmi les zones africaines les mieux intégrées. Les mieux intégrées. Vous avez la SADC, vous avez les East African Community, et vous avez pour l'Afrique de l'Ouest, quand vous comparez la CEDEAO à la CEMAC ou à la CAC, c'est mieux intégré. Il y a beaucoup de protocoles qui sont harmonisés. Ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est d'approfondir ça. Ils ont déjà une bonne partie de l'initiative monétaire pour ce qui est de l'IMOA. Et quand vous ajoutez les quelques pays qui restent, c'est harmonisation. Nous les avons examinés au niveau de l'Organisation mondiale du commerce et on a trouvé qu'ils sont vraiment dans la bonne direction. Bien sûr, les entraves entre quelques pays anglophones et francophones demeurent. Et c'est de cela peut-être que Son Excellence, Monsieur le Président du Bénin parlait. Il veut une intégration approfondie. C'est le souhait de tout le monde, mais l'intégration parfaite n'est pas facile. L'Europe continue à s'intégrer malgré son ancienneté. La plus vieille intégration, je crois, au monde, c'est au niveau de SACU, African Customs Union, et SACU, qui est là depuis 1900, qui prend l'Afrique du Sud, et la Namibie, le Botswana, le Lesotho et les Swatini. Bon, je crois, nous tendons vers là au niveau de la CEDEAO. Ce n'est pas seulement l'aspect économique qui a avancé. On a l'harmonisation au niveau des assurances, on a l'harmonisation au niveau des banques,
On a l'harmonisation au niveau des douanes, les tarifs extérieurs communs c'est qu'il y a beaucoup d'avancées là-dessus. Peut-être Bernard pourrait ajouter, lui qui est sur terrain là-bas et expert en exportation, en promotion d'exportation. Ah, on a une chance extraordinaire dans la CEDEAO d'avoir une harmonisation fiscale et une harmonisation comptable, ce qui est déjà quelque chose d'extraordinaire que dans beaucoup de régions du monde, même en Asie, ils n'ont pas réellement. Donc après, je ne peux pas m'en parler derrière mon président, c'est la volonté politique de chaque pays d'avancer avec des accords peut-être de voisin à voisin, de faire des ateliers au niveau de la CEDEAO. Nous sommes force de proposition à l'APIEX dans le réseau euh, des, euh, des organismes de promotion des exportations du commerce, hein, ROPC. Voilà, on suit le mouvement, on appuie, on veut que ça aille le plus vite possible, tout en respectant, bah, bien sûr, les impératifs de chacun. Et c'est pas c'est parfois un peu compliqué. Euh, j'ai un exemple en tête qui est une des meilleures intégrations économiques de la sous-région, qui pendant 60 ans, et voilà, ça fait quelques années que je suis pas retourné, mais ce sont les échanges entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Les échanges entre le Burkina et la Côte d'Ivoire sont des échanges ancestraux, et la modernisation des économies ne les a pas freinés, au contraire, ça les a augmentés. Euh, donc, donc c'est possible. C'est possible entre voisins de bonne volonté et au-delà des dissensions, euh, des flux migratoires. Parce que bon, je pense que vous êtes tous des bons connaisseurs de l'Afrique de l'Ouest. Euh, en Côte d'Ivoire, le principal flux migratoire pendant des décennies, ça a été le flux des Burkinabés. Ça n'a pas empêché cette quasi-intégration des économies entre elles. Donc c'est possible. Il faut qu'on trouve les voies et moyens entre tous les pays pour arriver à la même chose. Avec le Nigeria, nous ici, on a un pays, un voisin qui est un grand frère à la croissance rapide au niveau de sa démographie, encore plus rapide que le Bénin, qui a un poids certain avec ses turbulences. Mais on sait que notre développement passe par une intégration avec ce pays, c'est évident. Voilà, je ne peux pas, je peux donner une autre piste. La route, les routes, on dépend encore trop de nos ports maritimes. Donc effectivement, cette intégration économique entre pays, elle est nécessaire. Euh, on pourrait faire transiter beaucoup plus de choses par les routes. Pour ça, il faut qu'on se normalise nos poids lourds, nos camions, nos postes frontières. Ça a été fait entre le Bénin et le Togo. Le poste frontière est magnifique. J'invite tous ceux qui veulent passer par là à aller voir. Donc, c'est en marche. Ça prend du temps, mais c'est en marche. Mais merci pour cette note d'espoir quand même, Monsieur Kassler, Mais je parce que suis c'est vrai que les choses évoluent de manière très rapide en Afrique, que la jeunesse est dynamique, elle est remplie de volonté et d'innovation, et qu'elle est capable de fabriquer n'importe quoi à partir de n'importe quelle pièce. Elle est inventive et productive. Alors, dans le chat, nous avons également une question qui peut s'adresser au professeur Loanga, mais aussi à vous, Monsieur Kassler. Je suis Julien Nikiema. Il est au Burkina Faso, il est dans le négoce de la transformation des matières premières et il voudrait comprendre, attendez, parce que ça va trop vite là. Oui, beaucoup de questions reviennent vers l'importance de l'industrie de transformation. Tout le monde a compris que c'est un élément très important
pour l'Afrique d'avoir une industrie de transformation qui peut naturellement augmenter la chaîne des valeurs des produits et qui donc peut apporter plus de devises dans les pays. La question que se pose maintenant, par exemple, Monsieur Alabi, chef d'entreprise dans l'agrotransformation et responsable accès au marché de AWEP Bénin, comment faut-il procéder pour mettre des unités locales de fabrication en place pour le packaging, la transformation? Comment faut-il procéder? Bon, moi, ce que je peux dire déjà à mon niveau, c'est qu'il y a des institutions à Genève comme ITC, le International Trade Commerce Center, la Chambre de commerce internationale qui est complémentaire à l'Organisation mondiale du commerce et à la CNUSED, ONU Commerce et Développement, qui accompagne les pays et des entités, des sociétés pour arriver à atteindre les normes internationales. Parce que ça, le professeur Luanga l'expliquera certainement mieux que moi, qu'en matière de commerce, et M. Kassler aussi, pour entrer dans les marchés, il faut que votre produit corresponde à la norme internationale. Et ces normes sont fixées et les mêmes pour tout le monde. Professeur, je vous en prie pour répondre, et M. Kassler, par rapport à la facilitation de la mise en place d'unités de production locale ou de packaging. Bon, merci beaucoup, Madame Catherine. Je crois, je partirai un peu à la base de la formation. L'Asie, les États-Unis, la formation est orientée à la création de valeur. Et vous avez vu les études des cas des jeunes étudiants devenir des modèles de prospérité, que ce soit Yahoo, Gog, LinkedIn, Facebook. C'était des modules conçus par des jeunes étudiants qui sont devenus aujourd'hui des grandes entreprises. Et je pense tout doit partir de l'idée de la conception. Deuxième aspect, les financements. Le secteur bancaire africain doit apprendre à accompagner, pas seulement à questionner les collatérales pour financer, mais avoir l'opportunité des affaires, la validité d'un projet susceptible d'être accompagné. Tout ça, l'État doit organiser la densification et l'accompagnement. Maintenant, les autres partenaires peuvent venir comme des institutions pour aider. S'il n'y a pas de densification, quand vous regardez partout, on parle de hub, les incubateurs d'entrepreneurs, les incubateurs d'entreprises. Ce sont des notions où tous ces jeunes talents doivent être regroupés et nous faire exploser en termes d'innovation. C'est de cette manière qu'on peut facilement passer des idées à la transformation structurante. Accompagnement par l'État. Ailleurs, l'État a agi. Et on l'a vu il n'y a pas longtemps lors de Covid, où l'État a oublié ce qu'on enseigne souvent aux pays africains, il ne faut pas que l'État intervienne. L'État a intervenu jusqu'au boutiste. L'entreprise ne doit pas tomber, l'État a soutenu. L'État doit soutenir les structures, l'État doit soutenir les infrastructures, l'État doit accompagner la transformation. C'est ce qu'on appelle État stratège. La Chine n'est pas une démocratie à l'occidental, elle accompagne les créateurs de l'entreprise. L'Asie s'est développée sous ce modèle de création, que ce soit le Japon, la Corée du Sud, le Singapour, où ce sont les milieux universitaires doivent travailler avec les milieux des affaires et l'État. En Afrique, malheureusement, jusque-là, on regarde les milieux universitaires comme avec méfiance. On dit que ce sont des aiguilles. Et souvent, on trouve les gens intelligents devenir conseillers de leurs jeunes anciens étudiants qui leur payent bien. Alors, il y a une philosophie, une approche à changer. Je suis un peu peut-être brutal là-dessus, mais c'est de cette manière
qu'on doit vraiment réfléchir en dehors de boîtes pour impulser les changements en Afrique. Il y a ces organisations, vous avez cité, Madame Catherine, les centres de commerce international qui accompagnent très bien. Il y a l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONIDI, basée à Vienne, qui accompagne très bien. Il y a la CNUSED, il y a la Banque mondiale et il y a aussi des aspects bilatéraux. Voilà. Voilà. Je n'étais pas autorisée à rétablir mon son. Monsieur Kastler, je vais vous redonner la parole, mais j'aimerais demander à Monsieur Emmanueli, il y a des éléments qui ont été cités par Monsieur Kastler et par le professeur Luanga, et j'aimerais savoir, justement, dans les activités que vous menez, dans cette facilitation et cette volonté de construire des ponts entre différentes régions et continents, comment est-ce que quelle est votre situation lorsqu'il s'agit d'obtenir un accompagnement financier? Parce que nous savons tous que au niveau des idées, ce n'est pas ce qui manque, les produits non plus. Par contre, quand il s'agit d'obtenir des financements, c'est là généralement où le bas blesse. Et j'aimerais savoir, Monsieur Ludovic Emmanueli, ce que vous pouvez nous dire et citer éventuellement comme exemple. Quel genre d'accompagnement financier trouvez-vous sur votre route ou pas? Voilà, vous m'avez donné la parole, c'est bon, parce que c'est une histoire de micro. Écoutez, je vais vous répondre à cette question, mais avant tout, je fais juste un tout petit retour sur quelque chose qu'ont dit le professeur et M. Kessler, qui est très important. Mais je vais le développer d'une autre manière. L'Afrique, sur ses produits, est un peu timide. Je m'explique. Beaucoup de produits qui viennent de l'Afrique font partie des produits qui sont vendus dans le monde entier. Et ça, personne ne le sait. Les populations ne le savent pas. Et quand on dit que tel produit vient d'Afrique, on fait un peu grise mine. Par contre, quand on trouve des produits qui sont faits en Europe, aux États-Unis, et qu'on ne dit pas qu'il y a un produit qui est africain, qui est à l'intérieur, mais qu'il est occidental ou américain, c'est tout bon. C'est pour cette raison, au niveau de la réputation des produits, on a mis au point un système, et ça va être une très bonne transition. On a développé un label qui s'appelle le label Noble Africa, qui permet de valoriser le produit typiquement africain. Le professeur tout à l'heure parlait d'obliger les gens à construire, à sous-traiter, à faire les batteries, puisqu'il y a du coltan, il y a tout un. Ça me paraît naturel. Simplement, il y a des pressions extérieures ou internationales qui font que, ou commerciales et économiques, enfin, vous mettez ça dans une bouteille et en secoue, qui font que c'est presque interdit. Or, si l'Afrique veut être souveraine et prospère, il faut bien qu'elle développe chez elle. Donc, c'est pour ça qu'on a ce label. Alors, concernant maintenant le financement, on a un réseau, nous, d'environ 100 000 contacts. On a une newsletter qui est distribuée environ à 100 000 contacts. Là-dedans, on a un certain nombre de partenaires qui sont des partenaires financiers, qui sont à majorité privés et quelques institutions. Comment ça se passe? Les entrepreneurs africains nous envoient un certain nombre d'informations qui sont dans un Google Form, bon, à remplir, pourquoi, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez, etc. Et la manière dont leur première demande est structurée nous permet en commission de déterminer si le projet est bancable ou pas, puisqu'on a des normes de la part de nos partenaires financiers. Et à partir de là, nous faisons une visio pour essayer d'expliquer. On va sur place, on regarde ce qui se passe, le terrain, l'ambiance socio-culturelle, on va voir les chefs coutumiers, le préfet, les différentes parties prenantes par rapport au projet. Et à la suite de cela, nous adaptons un business plan et un dossier qui soit propre à l'investisseur qui va le prendre. Si c'est un privé, il faut le faire de telle manière. Si c'est un Chinois, il faut le faire de telle manière. Si c'est un Européen, il y a une autre manière aussi de présenter. Et à partir de là, on les met en relation de manière, et on les accompagne, bien sûr, on suit l'affaire, de manière à ce que ce dossier soit accompli.
Alors, vous me posiez des questions. On est sur des projets qui sont sur le piscicole, donc la culture piscicole, donc le poisson, et on est actuellement sur la noix de cajou, sur tout ce qui concerne l'élevage de fermes volailles et sur du pétrole aussi qui se trouve, là c'est à partir de la Côte d'Ivoire, sur tout un tas de domaines qui sont différents. Nous, ce qui fait notre force, c'est notre réseau. Je ne suis pas un spécialiste à titre personnel de quoi que ce soit, mais par contre, je connais les grands spécialistes de tel ou tel domaine, ce qui nous permet de les rapprocher et de rapprocher un besoin, une attente avec un vrai professionnel qui pourra conseiller au niveau financier. Et vous avez tout à fait raison de dire que même si une idée est fabuleuse, il faut du financement pour qu'elle arrive jusqu'au bout. Si elle n'arrive pas jusqu'au bout, une des raisons, ça peut être aussi, et ce qui malheureusement se passe en Afrique, quand quelqu'un a une bonne idée, cette idée est barbotée, volée ou utilisée à d'autres fins. Et c'est ça où il faut faire extrêmement attention. Il y a un potentiel, mais j'ai rencontré des étudiants, que ce soit RDC, au Togo, en Côte d'Ivoire, Sénégal, des jeunes qui sont extraordinaires. Un potentiel, je peux vous dire, c'est détonnant. Eh bien, ces gens-là, il faut bien les encadrer ou bien leur donner les armes qui leur permettent de ne pas se faire spolier et de pouvoir aller encore plus loin. Et ça, c'est possible. C'est possible. Il faut une volonté, et il faut, plus qu'une volonté, que le public, donc le secteur public, puisse pousser, entretenir ces gens pour qu'ils proposent de bonnes choses. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je vais aller aussi vers, donc il y a toutes sortes de questions, de remarques que vos propos suscitent. Par exemple, vous avez indiqué un élément très important, Monsieur Ludovic Emanueli, c'est la question qu'on appelle en anglais le storytelling. Donc, la manière dont l'image qu'on construit ou qu'on a construit autour des produits africains. Et il est clair qu'en Occident, et quand je dis en Occident, c'est dans les Amériques et en Europe, on a et on continue à insuffler dans l'esprit des gens que les produits issus de Chine ou d'Afrique sont des produits de mauvaise qualité, ce qui n'est absolument pas vrai, que ce soit pour l'un ou l'autre. Mais naturellement, qu'il ne faut pas, les personnes qui insufflent ces idées, c'est de la manipulation qui est effectuée par l'intermédiaire des médias. Donc, c'est une raison pour laquelle il est important aussi qu'il y ait une volonté politique africaine au niveau de la communication et d'avoir une stratégie de communication, ce que très peu de pays africains ont. Ils font de la publicité sur des produits, ils le font ponctuellement lors de foires ou de rencontres internationales, mais il n'y a pas une stratégie de communication unifiée autour d'un thème. Nous pouvons citer des pays comme le Kenya, comme la Jordanie, qui ont construit leur réputation autour du tourisme ou d'autres produits. Le Maroc est aussi un exemple qui arrive à mettre dans l'inconscient mondial que leur pays peut produire des produits de qualité ou offrir des services de qualité ou des lieux de vacances. Il y a dans le chat un monsieur qui nous indique que dans la région de Maluku, ça c'est en RDC, on produit des carreaux qui sont exportés un peu partout. Alors, une question qui... bon, il y a d'autres questions beaucoup plus, je dirais, spécifiques et techniques qui s'adressent plutôt à Monsieur Kassler. Vous avez beaucoup de Béninois, Monsieur Kassler, qui vous demandent comment faire pour homologuer une marque, comment faire pour entrer dans la norme, pour permettre l'exportation de toutes sortes de produits alimentaires ou des boissons. Donc, je pense qu'il serait bon que peut-être vous mettiez vos coordonnées, une adresse mail, ou que par l'intermédiaire de la nation, ces questions très techniques, que vous puissiez partager peut-être des informations
sur les normes ou le lieu, la plateforme où les gens peuvent trouver des adresses pour les accompagnements de manière ponctuelle pour les micro, macro entreprises du Bénin. Maintenant, il y a une question qui est posée concernant, que nous n'avons pas encore abordé, le transport maritime. Alors, il est clair que l'importance du transport maritime a été mise en valeur au moment de la pandémie de Covid, mais également de problèmes purement accidentels comme un bateau qui est bloqué dans le canal de Suez, ou bien les menaces dont on parle euh, actuellement dans le conflit Israël-Iran, où l'on parle éventuellement que l'Iran bloquerait le détroit d'Ormuz, élément qui a été totalement démenti à Genève par l'ambassadeur d'Iran. Mais alors, on va peut-être demander au professeur Luanga à nouveau de venir sur l'importance du commerce maritime et puis Monsieur Kassler, certainement l'importance aussi des ports d'Afrique de l'Ouest et le commerce qu'ils peuvent recevoir et exporter. Et puis, je voulais revenir une toute petite parenthèse sur la Chine. On parle beaucoup des exportations de la Chine, mais il faut savoir que la Chine importe également beaucoup. Et d'ailleurs, elle a créé, si ma mémoire est bonne, en 2018, le premier salon international des importations chinoises qui se tient depuis chaque année à Shanghai au mois de novembre. Alors, professeur Luanga, concernant le transport maritime, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Catherine. S'il y a un domaine dont beaucoup ont négligé avec le temps, c'est le domaine des services. Dans l'université, on a enseigné même, ce sont les invisibles, les intangibles, les non quantifiables. Or, tout commence par le service, la conception. J'en arrive parce que les transports, sans transport, il n'y a pas de commerce. Sans logistique des transports, il y a le commerce électronique, mais il faut que le contenu soit aussi électronique de nos jours pour que ça soit transporté d'une façon virtuelle. Mais on a vu même avec Amazon, ce sont les cargos, les conteneurs, les bateaux, les paquebots. Le commerce maritime est au centre des activités commerciales. Dans la plupart des pays, ils ont des associations de chargeurs qui travaillent en collaboration avec les douanes pour organiser la conteneurisation. Même quand on a parlé de la mondialisation, c'est parce qu'on a eu l'harmonisation des systèmes de conteneurs qui facilitent les déplacements. Vous venez de Shanghai où vous avez été, Madame Catherine, si vous vous êtes permis de visiter le port de Shanghai, vous serez émerveillé. C'est tellement énorme. Et vous allez vous perdre, c'est une ville de conteneurs. C'est pour montrer seulement l'expansion commerciale passe par ça. Vous avez suivi le président Trump parler de passage de Panama. Vous venez de parler des Hormuz, et les passages au niveau des Hormuz, les passages au niveau de l'Égypte. Et tout ce canal, c'est pour faciliter les marchandises. Au niveau de la RDC, les gouvernements congolais et angolais parlent avec les gouvernements américains, parlent des corridors. Au niveau d'Afrique aussi, on parle de plusieurs corridors. C'est pour faciliter les mouvements de marchandises, tout ça. Voilà pourquoi parler du commerce sans parler du développement des logistiques et des transports, les deux doivent aller de pair. L'Afrique a encore un grand retard au niveau des développements des logistiques, des transports, et c'est là qu'il faudrait aussi beaucoup investir afin de faciliter les échanges. Je profite aussi pour parler vous avez parlé du développement des carreaux, je crois que c'est dans le contexte des zones économiques spéciales qui est un outil de production, un mécanisme d'identification pour la production
aux finalités d'exportation. C'est qu'on densifie, on regroupe beaucoup d'entités en un seul endroit pour le permettre de bénéficier de certains privilèges afin de produire et d'exporter. Je vais m'arrêter là pour permettre aux deux collègues certainement de dire plus de bonnes choses que moi. Merci, professeur Luanga. Monsieur Bernard Cassler, est-ce qu'on peut permettre à Monsieur Cassler de prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, ça y est, c'est bon. Voilà, Merci. merci. Bien évidemment, l'exportation, la production industrielle, c'est dans un écosystème. La logistique est essentielle. Les infrastructures de logistique sont essentielles. Les ports maritimes sont la respiration de nos pays. Euh, on ne peut pas faire d'exportation de vrac, d'importation de vrac sans les ports. Pour autant, je répète que la route pour le commerce interafricain, il est crucial de la développer beaucoup plus. Euh, Quelquefois, on oublie la taille de l'Afrique. On oublie sa dimension. Nous sommes le plus grand continent, en réalité. Euh, Mis à part si on prend l'Asie avec toute l'URSS, etc. Mais vous mettez les États-Unis dans l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Vous mettez la Chine, vous mettez l'Inde, vous mettez l'Europe dans l'Afrique. Tout ensemble. C'est gigantesque. Et on n'a pas de digne de ce nom pour nos échanges interafricains. Bien sûr, le conteneur, c'est la solution de facilité. On a un port ici, à Casablanca, on a un port à Abidjan, on a un port à Lagos, on a un port à Cotonou. On a une concurrence des pays pour avoir des ports en eau profonde, pour avoir le moins de transbordement possible. On a, on a ces facilités, mais dans un conteneur, généralement, vous mettez que 17 tonnes, 20 tonnes, pas plus. C'est rare les conteneurs de 25 tonnes. Un camion euh, avec un carburant à bas prix qui partirait d'Algérie et qui arriverait à Cotonou, si on avait des routes sécurisées, une sûreté euh, dans tous ces pays, mettrait 10 jours pour arriver pour faire 10-15 jours maximum pour faire Alger-Cotonou avec 80 tonnes à un coût bien moindre que celui du transport maritime d'aujourd'hui. Donc, les possibilités sont nombreuses, sont ouvertes. Les ports, oui, sont essentiels, mais ne sont pas les seules façons de faire du commerce. Pour les questions béninoises, je vais juste répondre très rapidement. Au Bénin, nous avons l'Agence des petites et moyennes entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, qui sont les mieux à même de guider les investisseurs dans leur développement d'entreprise. Allez les voir, des solutions existent. Aujourd'hui, la DPME travaille avec la Caisse des dépôts et consignations pour le financement. Le Code des investissements du Bénin permet des exonérations pratiquement au premier investissement jusqu'au dernier. Donc, allez voir ces structures, vous aideront à monter votre dossier, qu'ensuite vous déposez à la pièce pour un accompagnement sur les investissements. Quand on veut faire la production agricole, des jus de fruits, des jus d'ananas, je l'ai dit tout à l'heure, allez vers la qualité, allez vers ce qui va vous démarquer. Au, Au Bénin, on a un ananas extraordinaire, le pain de sucre, qui a une douceur qui est un peu différente. Démarquez-vous. Soyez exigeants sur la maturité, sur le goût, sur le process de pasteurisation, sur l'emballage. Et vous allez faire la différence à l'export. Ça, c'était le message pour les Béninois, mais même pour les autres pays. Euh, Soyez exigeants dans vos productions. Il y a quelques années, une trentaine d'années, quand on repartait d'Afrique vers l'Europe, on mettait une cabosse de l'ananas, des mangues et tout dans nos valises aujourd'hui, moi, je mets des paquets de chocolat qui viennent du Bénin. Je mets plus de cabosse de cacao.
Le commerce d'avant, c'est professionnaliser. Professionnalisez-vous dans vos pratiques d'entreprise. Officialisez vos entreprises. Sortez de l'informel. Et si vous sortez de l'informel, on peut vous accompagner. On peut vous aider. Si vous restez dans l'informel, c'est compliqué. Voilà. C'est aussi une des voies pour aller à l'exportation. Exactement, sortez de l'informel, ce qu'on appelle en anglais think out of the box aussi, avoir des idées innovatives. Et il faudrait peut-être penser, parce que c'est possible euh, aujourd'hui, de digitaliser le marché africain, parce qu'il y a des innovations qui permettent de faire du commerce électronique. On n'est plus aujourd'hui à l'ère du compte en banque physique comme on l'a connu. Lorsqu'on va en Asie, les gens utilisent leur téléphone pour non seulement parler, mais payer pour créer des entreprises, pour gérer leur fonds d'entreprise et aussi pour faciliter le commerce entre pays. Je voulais revenir. Oui, merci beaucoup pour ces indications. Monsieur Kassler, justement, on reviendra sur les coordonnées de la Chambre du commerce du Bénin, du ministère des petites et moyennes entreprises, pour que tous les entrepreneurs béninois puissent trouver toutes les informations nécessaires. Je voulais maintenant faire un petit tour de table avant que nous allions vers les conclusions. Je reviens vers Monsieur Emmanueli, effectivement. Monsieur Emmanueli, auriez-vous quelque chose d'important à indiquer avant que nous passions aux conclusions de ces échanges? Alors, tout est important, tout ce qui a été dit, mais je vais terminer avec un petit exemple qui va vous faire sourire, je pense, mais peut-être pleurer aussi, qui concerne l'origine de notre création du label Noble Africa. Un jour, ça fait 2 ans, on a pris du bissap. Bissap, vous savez ce que c'est, c'est un produit qui est typiquement africain, et on a réuni une dizaine alors je dirais pas d'Européens, voilà. On a pris le même bissap, qui était fait qui était d'origine togolaise. On a versé ce bissap dans 2 verres. On a planqué la bouteille et on a dit aux gens la chose suivante. Vous avez un bissap qui vient d'Afrique et le deuxième verre, celui-là vient de Norvège. Goûtez-les et vous nous dites celui que vous préférez. Bien entendu, le bissap de Norvège, vous savez tous que ça n'existe pas, sauf s'il a été importé. Eh bien, la première réaction a été de se diriger vers le bissap, entre guillemets, norvégien, alors que c'était exactement le même. Et la deuxième réaction a été de dire, il n'est pas mauvais ce bissap norvégien. Ça veut dire quoi tout cela? Ça veut dire que la réputation de l'Afrique, qui a un potentiel énorme, ça résume un peu notre conversation, qui a un vrai potentiel, elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue parce que certains la salissent, et deuxièmement, parce que certains qui sont en Afrique n'y croient pas assez. Voilà, c'est un peu cet exemple. C'est pour ça qu'il y a un potentiel énorme pour l'Afrique et que Croissance Peace se battra pour aller jusqu'au bout et accompagner le mieux possible les Africains pour ce genre d'action. Merci. Merci, Monsieur Emmanueli. Et effectivement, on revient sur cette qualité des produits africains. Il y a un rôle très important qui a été évoqué tout à l'heure rapidement, c'est le rôle de la diaspora. La diaspora fait beaucoup pour la mise en valeur des produits des pays d'origine et surtout la jeune diaspora, celle dont les parents ont quitté le continent et eux sont ou leurs grands-parents. C'est une génération qui a envie de retourner en Afrique et qui souvent retourne en Afrique très jeune pour retrouver et développer les produits du continent.
c'est une chose aussi importante dont il faut tenir compte. Et on sait que la masse financière qui est envoyée chaque année par la diaspora vers les pays d'origine est plus importante que l'aide qui est fournie par an. Monsieur Bernard Cassler, quels sont vos mots de conclusion? Est-ce qu'il y aurait des aspects que vous souhaiteriez évoquer avant que nous nous séparions? On a déjà dit beaucoup de choses. Je veux pas répéter ce que j'ai dit. Juste que c'est une période incertaine qui s'ouvre avec euh, ces, ces conflits, ces va-et-vient américains. Et en même temps, comme l'a dit monsieur le professeur, c'est une excellente opportunité pour développer le commerce intra-africain, pour développer d'autres destinations, pour explorer, pour se mettre en conformité et pour aller vers la qualité, et la qualité amènera le volume. Voilà. Donc, moi, je suis très optimiste pour le développement de la région et je vous remercie pour cette Mer- opportunité. Merci beaucoup, Monsieur Kassler. Professeur Luanga. Merci beaucoup. Si on peut te rappeler, j'aimerais que le participant parte avec ce qu'on appelle takeaway, se rappeler d'abord que les effets économiques et des barrières tarifaires, le premier effet, c'est la transmission des chocs inflationnistes. Les hausses tarifaires engendrent une inflation qu'on appelle l'inflation importée, qui affecte la consommation intérieure. C'est que c'est sans coût. On pense s'infliger aux autres, mais on s'inflige soi-même. Par exemple, aux États-Unis, a été estimé à 1 250 $ par an par individu. C'est beaucoup ça. Deuxième aspect à se rappeler, pour les pays africains, ça introduit une contraction des marges et un déséquilibre productif. Les petites moyennes entreprises et industries exportatrices africaines ont subi une compression de leurs marges bénéficiaires liée à l'accroissement des coûts logistiques et douaniers. Surtout la déstabilisation des filières agro-industrielles et minières dans plusieurs économies africaines qui dépendent des flux du nord au sud. Troisième point à se rappeler, il y a eu la conséquence des fragmentations des chaînes de valeur mondiales. Les politiques protectionnistes, commerciales protectionnistes accélèrent la redéfinition des chaînes globales parce qu'on doit se repositionner pour venir investir. Quand tous ces pays du Nord ont commencé à parler, il faut produire sur l'espace national. C'est ce qu'on appelle la redéfinition des chaînes et ça introduit une fragmentation, une instabilité, des relocalisations des entreprises. Quatrième aspect, c'est l'impact sur le commerce international et la gouvernance mondiale elle-même qui a été bouleversée et créant des tensions géostratégiques et géoéconomiques entre les grandes puissances actuelles, à savoir les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. Il y a eu une érosion des coopérations au niveau de l'Organisation mondiale du commerce qui accentue l'incertitude pour les exportations africaines et autres. Que conclure? Je crois les barrières tarifaires, bien que relevant de la logique vraiment externe, constituent un révélateur de fragilité des économies africaines. Toutefois, comme l'ont souligné mes deux collègues, elles ouvrent un champ d'analyse autour de la souveraineté économique, de la résilience des chaînes de valeur africaines et de la refonte des nouvelles alliances commerciales qui sont nécessaires. L'Afrique doit s'approprier ces alliances. Ça permet aussi aux pays africains de réfléchir et de renégocier
les partenariats qui existaient, que ce soit les partenariats économiques avec l'Union européenne, que ce soit l'AGOA qui touche à sa fin, parce que c'est le moment de renégocier tout ça en encourageant les transformations locales, parce que c'est par là que passent les progrès. La diaspora décomplexée africaine de cette jeunesse née et grandie en Occident, elle est décomplexée parce qu'elle a étudié là-bas, elle a les valeurs occidentales, qu'elle n'a pas de complexe, elle se croit dotée de mêmes ambitions de production et de recherche d'opportunités. Elle est la bienvenue en Afrique, pas seulement pour amener l'argent, mais pour amener aussi les connaissances et cette ambition transformationnelle pour le continent. Personnellement, je crois à cette jeunesse et il faut l'encourager avec un bel encadrement. Merci, merci, professeur Luanga. Nous donnons maintenant la parole à Paul Amoussou pour les éléments de conclusion. Merci, Catherine. Euh, le protectionnisme est vain, on l'aura compris. La guerre des tarifs douaniers est sans issue et nos différents intervenants ont largement euh, disserté à ce propos. En tout cas, le quotidien de la Nation, au-delà du mandat classique d'un journal, fût-il national, aura à s'enorgueillir d'avoir ouvert ce champ de discussion qui, j'espère, a nourri les attentes des uns des autres et contribué, élargi les perspectives et les perceptions liées à, comment dire, cette folie ouverte lancée par l'administration Trump. Et donc, le débat continue parce que le sujet, il est passionnant. On en serait encore juste même à la tombée de la nuit. Mais le débat continue à travers notre fil de discussion. J'ai pu noter que beaucoup demandent un réseautage aussi bien adressé au professeur Faustin Luanga, que je remercie, et à M. Castler, Bernard, également que je remercie, à M. Ludovic Emmanueli, à qui j'adresse également mes remerciements pour la substance euh, nourrissante de leurs contributions, de leurs interventions. Et donc, la discussion continue. Nous allons essayer quand même de faire le résultage autant que faire se peut et de continuer à relayer, à établir les liens, de sorte que les préoccupations, s'il y en a qui sont restées sans réponse, vont l'être à travers les réseaux sociaux. Et je crois que c'est le but également de cette passerelle que le quotidien de la Nation a établi avec son audience et au-delà du Bénin, sur tout le continent et ailleurs. Je vous remercie, messieurs les speakers. Je crois que ça a été un après-midi puissant pour l'esprit. Nous allons sans doute, c'est mon cas en tout cas, nous coucher ce soir moins ignorants sur les variantes, parce qu'il y en a beaucoup concernant les barrières douanières et ce que surtout la résilience que l'Afrique doit receler de cette guerre qui est ouverte et avec, on le note, un certain mutisme des instances internationales qui sont devenues atônes et de plus en plus, et il faut le déplorer. Et donc, la volonté politique, cela dépend également de la volonté politique et je crois qu'il y a de nombreux acteurs politiques ce soir, cet après-midi, qui nous ont suivis et le débat continue donc, Catherine. Merci, sénateur Luanga Faustin, merci, monsieur Emmanueli Ludovic, merci, monsieur Bernard et Kastler, et merci, Catherine, également, pour avoir su trouver les articulations pour mener cette discussion de bout en bout. Merci à tous et à bientôt pour nos prochains échanges. Merci.